Maman, ma femme, les enfants. Et ma belle-mère vont déménager ici. Vous êtes trop serrés dans l'appartement. » Inutile de protester, nous avons tout décidé sans discussion. Julien entra dans ma maison ce mardi, comme il le faisait toujours, sans sonner, comme s'il en était le propriétaire. J'étais en train de préparer le café quand il me lança cette déclaration qui me tomba dessus comme un seau d'eau froide. 70 ans que j'ai, 40 de ces années à travailler comme employé de maison pour pouvoir acheter cette maison. Et maintenant, mon propre fils vient me dire que d'autres vont vivre ici sans me demander si je suis d'accord. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que, pendant qu'il parlait avec cette arrogance, je calculais déjà, je pensais déjà. Cette fois, Rose Moreau n'allait pas rester silencieuse en acceptant ce qui serait plus confortable pour tout le monde, sauf pour moi. Je restais là, debout, avec la cafetière dans la main, en le regardant de marcher dans mon salon comme s'il était le sien, comme si toutes ces années que j'avais travaillé en nettoyant les maisons des autres pour avoir la mienne ne signifiaient rien. Comme si mon opinion n'était un détail sans importance dans une décision qu'il avait déjà prise sans me consulter. « Tu m'as entendu, maman. Brigitte est déjà en train d'emballer les affaires. Les enfants, Maxime et Chloé, sont contents parce qu'ils vont avoir plus d'espace pour jouer, et Geneviève ne peut plus rester seule. Elle est trop âgée, et nous ne pouvons pas payer une aide-soignante. Ici, il y a de la place à revendre, et tu vis seule. Geneviève, la belle-mère de ma belle-fille, une femme que je connaissais à peine, mais qui allait, maintenant, vivre dans ma maison. Dans mon refuge, dans l'endroit où j'avais finalement trouvé la paix après le veuvage, après avoir élevé 5 enfants, après toute une vie à donner, et donner sans rien recevoir en retour. Une inconnue allait occuper ma chambre d'amis, cet espace que j'avais eu tant de mal à meubler avec mes propres économies. « Julien, » lui dis-je en gardant la voix calme, bien qu'à l'intérieur quelque chose se brisait, « cette maison est à moi. Je l'ai achetée, moi, je la paye, moi. » Il se mit à rire. Il se moqua de moi comme si j'avais dit quelque chose de drôle, comme si une femme de mon âge n'avait pas le droit d'avoir son mot à dire sur sa propre vie. Ce rire me fit plus mal que n'importe quel cri, plus que n'importe quelle insulte. C'était un rire de mépris, de supériorité, de quelqu'un qui croit pouvoir décider pour les autres sans conséquence. Et maman, ne sois pas dramatique, c'est temporaire en attendant qu'on trouve quelque chose de plus grand. En plus, ça va te faire du bien d'avoir de la compagnie. À ton âge, tu ne devrais pas vivre seul. Et si il t'arrivait quelque chose et que personne ne s'en aperçoive ? À mon âge. Il y avait encore cette phrase que mes enfants utilisaient quand ils voulaient me manipuler. Comme si avoir 70 ans m'avait transformée en incapable. Comme si mon expérience de vie ne valait rien comparée aux décisions précipitées d'un homme de 40 ans qui ne pouvait même pas entretenir sa propre famille dans un endroit décent, comme si je n'avais pas prouvé pendant 7 décennies que je savais parfaitement bien prendre soin de moi. La vérité, c'est que je vivais mieux seule que quand j'étais mariée. Je pouvais regarder mes émissions préférées sans que personne ne change de chaîne, je pouvais cuisiner ce qui me faisait plaisir, je pouvais inviter mes amis quand je voulais. J'avais appris à utiliser le portable, j'avais mon groupe WhatsApp avec les dames du quartier, j'allais me promener tous les matins au parc. Je n'avais besoin de personne pour s'occuper de moi. « Quand comptes-tu les amener ?» lui demandai-je. Et il ne remarqua pas le ton différent dans ma voix. Il ne se rendit pas compte que je n'étais plus la même femme soumise d'avant. Ce samedi, Brigitte a tout préparé. Les enfants vont utiliser ta salle de couture. Tu vas voir que tu vas adorer les avoir près de toi. Geneviève reste dans la chambre d'amis, et nous, pour l'instant, on dort dans le salon jusqu'à ce qu'on s'organise mieux. Pour l'instant. Quel mensonge évident. Je connaissais assez Brigitte pour savoir qu'une fois qu'elle aurait mis un pied d'ici, elle ne partirait jamais. Je connaissais assez Julien pour savoir que ces solutions temporaires devenaient des charges permanentes que je devais supporter en silence. J'avais vu comment il avait fait pareil avec sa sœur aînée quand elle avait eu besoin d'un endroit où rester quelques jours et avait fini par y vivre 2 ans. Ma salle de couture, cet espace que j'avais transformé en mon sanctuaire personnel, où j'avais ma machine à coudre, mes tissus, mes projets, où je me réfugiais quand j'avais besoin de paix, allait maintenant être la chambre de 2 enfants qui n'avaient la faute de rien.
pendant qu'il mais qui continuait à allait m'expliquer détruire ma comment il allait tranquillité. réorganiser ma maison, comment ils allaient distribuer mes espaces, comment j'allais m'adapter à sa nouvelle normalité, je sentis que quelque chose de profond bougeait en moi. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la tristesse, c'était quelque chose de plus puissant. La détermination, une force que je n'avais pas ressentie depuis des années, que je croyais avoir perdue avec l'âge. J'avais été la mère qui disait toujours oui, celle qui se sacrifiait pour tous, celle qui mettait les besoins des autres avant les siens, celle qui travaillait en double service pour que ses enfants puissent étudier, celle qui était restée sans acheter de vêtements pendant des années pour pouvoir économiser et acheter cette maison. Mais à 70 ans, dans ma propre maison, avec mes propres règles, je n'allais plus être cette femme. « C'est bon, Julien », lui dis-je finalement. Et je vis comment il se détendit en pensant qu'il avait gagné. « Amène-les samedi. » Il sourit, satisfait, me donna un baiser sur le front comme si j'étais une petite fille sage qui avait obéi. Et il partit, en laissant une trace de cette eau de Cologne bon marché qu'il utilisait toujours. Il partit en pensant qu'il avait résolu ses problèmes à mes dépens, comme il l'avait toujours fait. Il partit en croyant que sa mère était la même femme que toujours, celle qui ne se plaignait jamais, celle qui trouvait toujours le moyen de faire fonctionner les choses. Mais il ne savait pas que Rose Moreau avait déjà d'autres plans. Il ne savait pas que, pendant qu'il célébrait sa victoire, je traçais déjà ma stratégie. Il ne savait pas que, cette fois, pour la première fois en 70 ans, j'allais jouer selon mes propres règles. Il ne savait pas qu'il avait réveillé quelque chose en moi qui avait dormi trop longtemps. Je pris mon portable et composai le numéro de Sylvie, mon amie du groupe de marche. J'avais besoin de parler avec quelqu'un qui me comprendrait, qui saurait ce que signifiait se battre pour un espace à soi, après tant de temps, à tout donner pour les autres. « Sylvie, c'est Rose. Peux-tu venir demain matin tôt ? J'ai besoin de te parler de quelque chose de très important. » Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je restais éveillée à penser à chaque détail, à chaque mouvement que je devais faire. Julien croyait me connaître, il savait exactement comment j'allais réagir. Il croyait que j'étais la même femme soumise d'autrefois, celle qui acceptait tout sans protester, mais il allait avoir la surprise de sa vie. Cette fois, Rose Moreau allait montrer de quoi elle était faite. Le lendemain, je me réveillais à 5h30 du matin, comme tous les jours depuis que j'avais pris ma retraite. Contrairement à ce que pense Julien, ma vie n'est ni ennuyeuse ni vide. J'ai une routine qui me plaît, qui me donne la paix que je me suis construite après des décennies à vivre pour les autres. D'abord, je vérifie mon portable. J'ai des messages dans le groupe WhatsApp « Amis du quartier », où Sylvie, Nathalie et d'autres dames partageons les bonjours, des recettes et les ragots du voisinage. J'ai aussi des notifications de Facebook, où je vois les photos de mes petits-enfants qui vivent loin, ceux qui m'apprécient vraiment et m'envoient des vidéos en me disant qu'ils m'aiment. Je me levais, me douchais et mis mon jogging rose, celui que j'avais acheté le mois dernier quand j'étais allée faire des courses avec Sylvie. Je me maquillais un peu, comme ma petite fille me l'avait appris par appel vidéo. J'aime me voir bien, me sentir bien avec moi-même. À 70 ans, j'ai appris que prendre soin de moi n'est pas de la vanité, c'est du respect pour soi. Je préparais mon petit déjeuner. Avoine avec des fruits, café noir et ma vitamine pour les os. Je mis ma musique préférée, ces chansons de Francis Cabrel qui me transportent. À l'époque où j'étais jeune, je mangeais tranquillement à ma table en regardant par la fenêtre le petit jardin que j'ai dans la cour. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à moi. À 7h, Sylvie arriva en sonnant. Elle respecte ma maison, elle, pas comme d'autres qui entrent comme si c'était un terrain conquis. Mon amie a 68 ans, elle est veuve comme moi et vit seule dans son appartement depuis 5 ans. Nous nous sommes connus dans le groupe de marche du parc. Et depuis, nous sommes devenus inséparables. « Qu'est-ce qui s'est passé, Rose ? Tu avais l'air très préoccupée hier. » Je lui racontais tout en servant le café. Je lui expliquais comment Julien était arrivé avec cette décision déjà prise. Comment il m'avait traitée comme si j'étais mineure, sans droit d'opinion sur ma propre vie. Sylvie m'écouta avec cette attention que seuls donnent les vrais amis, celles qui ont vécu des situations similaires. « Et toi, qu'est-ce que tu lui as dit ?»« Que c'était bon qu'il les amène samedi,
Elle s'attendait à ce que je lui Sylvie me raconte une regarda, dispute, des surprise. cris, des larmes. Mais je n'étais plus cette femme qui explosait émotionnellement. J'avais appris qu'il y avait des manières plus intelligentes de gérer les situations. « Rose, tu es sûre ? Tu sais c'est comment, c'est Brigitte. Une fois qu'elle s'installera ici, elle ne partira jamais. Et avec Geneviève et les enfants, ta maison va se transformer en chaos. » Exactement. Sylvie comprenait la situation mieux que mon propre fils. Elle savait ce que coûtait maintenir un foyer, ce que signifiait avoir de l'intimité, l'importance d'avoir un espace à soi après toute une vie à servir les autres. « C'est justement pour ça que je dois agir vite, lui dis-je. Et je vis comment ses yeux s'illuminèrent de curiosité. Je lui expliquai mon plan. Ce n'était pas quelque chose d'improvisé, c'était quelque chose que je considérais depuis des mois, depuis que Julien avait commencé avec ses sous-entendus sur la grandeur de ma maison pour une seule personne, depuis que Brigitte avait commencé à faire des commentaires sur le bien que ce serait de vivre dans une maison au lieu d'un appartement. « Rose, tu parles sérieusement ? Tu vas vraiment faire ça ? » « Sylvie, j'ai 70 ans. J'ai travaillé toute ma vie pour avoir quelque chose qui m'appartienne. Je ne vais pas permettre que personne, même pas mon fils, me retire la tranquillité que j'ai eu tant de mal à obtenir. » Mon ami sourit, ce sourire de complicité qui ne se donne qu'entre femmes, qui ont appris à se valoriser après des années, à donner la priorité aux autres. Ce sourire de celle qui comprend qu'à un certain âge, on n'a plus le temps de faire plaisir aux gens qui ne nous apprécient pas. « De quoi as-tu besoin que je fasse ?» Cette question me confirma pourquoi Sylvie était ma meilleure amie. Elle ne me jugea pas, elle ne me dit pas que j'exagérais, elle ne me demanda pas de penser aux sentiments de Julien. Elle s'offrit simplement à m'aider. Ainsi sont les vraies amitiés entre femmes mûres. Elles se soutiennent sans poser beaucoup de questions. Pour l'instant, j'ai juste besoin que tu m'accompagnes à quelques endroits cette semaine, que si quelqu'un demande, tu ne saches rien. Nous prîmes notre petit déjeuner tranquillement, en planifiant les détails. Sylvie me raconta que sa fille avait aussi tenté quelque chose de similaire l'année dernière, en suggérant qu'elle déménage dans une maison plus petite, pour qu'il soit plus facile de s'occuper d'elle. Comme si elle avait besoin qu'on s'occupe d'elle, comme si ce n'étaient pas eux qui avaient besoin d'aide économique constamment. C'est incroyable, comme nos propres enfants parfois nous traitent pire que des étrangers, me dit-elle pendant que nous lavions les tasses. Comme si les avoir mis au monde leur donnait le droit de décider pour nous du reste de nos vies. Exactement. C'était la réalité que beaucoup de femmes de notre âge vivaient en silence. Des enfants adultes qui prenaient des décisions pour leur mère sans les consulter, qui les traitaient comme des charges ou comme des ressources disponibles pour résoudre leurs problèmes, qui utilisaient l'amour maternel et la culpabilité comme outils de manipulation. Après le petit déjeuner, nous allâmes au parc-marché, comme tous les jours. Notre groupe se réunissait à 9 heures. 8 dames entre 60 et 75 ans qui avions découvert le plaisir de faire de l'exercice et de socialiser sans que personne nous dise ce que nous devions faire. « Bonjour Rose, comment tu vas ce matin ?» me demanda Cécile Durand, une dame de 73 ans qui était devenue veuve il y a 2 ans et qui irradiait une énergie incroyable. « Très bien, Cécile, avec envie de marcher et de profiter de cette si belle journée. » Pendant que nous marchions sur le sentier du parc, en écoutant les autres dames parler de leurs petits-enfants, de leurs feuilletons préférés et de leurs projets pour le week-end, je me rendis compte à quel point j'allais regretter ceci si Julien obtenait ce qu'il voulait. Une maison pleine de monde signifiait ne pas pouvoir sortir quand je voulais, devoir être attentive aux autres, perdre ma liberté. Pendant la marche, Nathalie Dubois nous raconta que son fils lui avait suggéré qu'elle vende sa voiture parce qu'elle était trop âgée pour conduire. Nous nous indignâmes toutes. Nathalie conduit parfaitement, elle a tous ses papiers en règle et elle est plus prudente que beaucoup de jeunes. C'est ce qu'ils ne comprennent pas que nous continuons à être des personnes avec une vie propre, dit Colette Martin, une dame de 65 ans qui travaillait à mi-temps dans une boutique.
Ils croient qu'avoir 60 ans est synonyme d'incapacité. C'était un sujet qui nous unissait, toutes concernées. La lutte pour maintenir notre autonomie dans une société qui essayait constamment de nous l'enlever. La lutte pour démontrer qu'être âgée ne signifiait pas être inutile ou dépendante. Après la marche, Sylvie et moi allâmes au centre commercial. J'avais besoin d'acheter quelque chose et je voulais aussi faire un tour dans des endroits qui me plaisaient. Nous déjeunâmes dans un joli restaurant, nous prîmes des selfies que je postais sur Facebook, nous achetâmes chacune un nouveau chemisier. « Tu sais quoi, Rose ? Je crois que ta décision est correcte. À notre âge, nous n'avons plus le temps de vivre en faisant plaisir aux autres. » Elle avait raison. À 70 ans, je ne pouvais plus me permettre de gaspiller ce qui me restait de vie, en étant malheureuse, pour faire plaisir à des gens qui n'appréciaient pas mes sacrifices. J'avais déjà assez donné, j'avais déjà été la mère abnégée, l'épouse soumise, l'employée responsable. Maintenant, c'était le moment d'être Rose. Cet après-midi-là, quand je revins chez moi, je m'assis dans mon salon et observais chaque coin. Ma télévision où je regardais mes émissions préférées, mon canapé où je lisais tranquillement, ma table où je petit déjeunais en regardant le jardin. Tout cela allait changer si je permettais à Julien d'obtenir ce qu'il voulait, mais je n'allais pas le permettre. Cette fois, Rose Moreau allait se battre pour ce qui était à elle. Le mercredi matin, pendant que je prenais mon café et vérifiais les messages du groupe WhatsApp, la sonnette retentit. C'était Brigitte, ma belle-fille. Elle arriva avec un sourire qui ne me trompait pas, ce sourire calculé qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose de moi. « Bonjour belle-maman, comment allez-vous » Belle-maman, c'est comme ça qu'elle m'appelait quand elle avait besoin de quelque chose. Quand elle n'avait besoin de rien, elle me saluait à peine. Elle portait dans les mains un sac de viennoiserie, comme si un cadeau de 5 € suffisait à adoucir ce qui allait suivre. « Bien, Brigitte, entre. Veux-tu du café ?»« Ah oui, merci. Je suis venue pour vous parler du déménagement de samedi. Je voulais que vous sachiez que nous allons être très prudents avec vos affaires. Ne vous inquiétez de rien. Mes affaires, comme si j'étais une invitée, comme si elle était la nouvelle propriétaire qui me rassurait sur le soin de mes biens. Mais je gardai mon calme, je souris et lui servis le café dans ma plus belle tasse. « Vous avez tout prêt ?» lui demandai-je en m'asseyant face à elle, à ma table de la salle à manger. « Oui, presque tout emballé. Les enfants se sont super excités. Maxime me demande tous les jours quand on va venir ici, et Chloé a déjà choisi sur quel lit elle veut dormir dans la salle de couture. La salle de couture, mon espace sacré où j'avais ma machine à coudre, mes tissus organisés par couleur, mes patrons, mes projets à moitié terminés, où je passais les après-midi à créer de belles choses pour moi et pour mes amis, allait maintenant être la chambre de 2 enfants, qui allait tout mélanger. Et ma maman, Geneviève, est très reconnaissante. Elle sait déjà qu'elle ne peut pas vivre seule. Elle oublie les choses parfois. Elle ne se souvient pas de prendre ses médicaments. Ici, elle sera mieux soignée. Il y avait la manipulation émotionnelle. Présenter l'invasion de ma maison comme un acte de charité, comme si j'étais responsable du bien-être d'une femme que je ne connaissais même pas bien, comme si refuser cette imposition me transformait en personne cruelle et sans cœur. « Et vous, où allez-vous dormir ?» Pour l'instant, dans le salon, sur le canapé-lit qu'on va apporter. Mais ne vous inquiétez pas, on va être très ordonné, et Julien a déjà parlé avec un contact pour voir si on trouve quelque chose de plus grand bientôt. Bientôt. Un autre mensonge. Il vivait depuis 3 ans dans cet appartement de 2 chambres, parce qu'il ne pouvait pas payer quelque chose de mieux. Julien travaillait comme chauffeur d'application, et Brigitte dans un magasin de vêtements, tous les deux avec des revenus irréguliers. Ils n'allaient pas trouver quelque chose de plus grand. Ils allaient en rester dans ma maison indéfiniment. Belle maman, je voulais aussi vous dire que nous allons aider avec les dépenses. Ne vous inquiétez pas pour ça. Aider avec les dépenses. Comme ils étaient généreux, ils allaient aider à payer l'électricité, l'eau et le gaz d'une maison qui n'était pas la leur, comme s'ils me faisaient une faveur. Comme si le fait que 4 personnes de plus vivent ici n'allait pas doubler ou tripler toutes les dépenses. Combien pensez-vous donner ? La question l'a pris par surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que je sois si directe. Elle bougea, mal à l'aise, sur la chaise et baissa les yeux. Eh bien, nous pensions
Bon, ce qu'on peut. Vous savez qu'en ce moment, c'est difficile pour tout le monde. Cela signifiait qu'ils allaient vous donner le minimum possible. Quand ils pouvaient, s'ils pouvaient. Pendant ce temps, j'allais porter tous les frais d'entretenir une famille de 5 personnes. Brigitte, puis-je te demander quelque chose? Oui, dites-moi. Vous m'avez demandé si je voulais que vous veniez vivre ici? La question la déstabilisa complètement. Elle devint nerveuse, commença à jouer avec la serviette, évita mon regard. C'était évident qu'il n'avait même pas considéré que mon opinion était importante dans une décision qui allait changer complètement ma vie. Eh bien, bête maman, c'est ce que Julien a dit, que vous étiez d'accord, que ça vous semblait bien d'avoir de la compagnie. Il t'a dit ça? Oui, il m'a dit que vous vous étiez mise très contente avec l'idée, que vous vous sentiez déjà très seule ici. Mensonge. Julien lui avait menti pour qu'elle ne se sente pas coupable de l'invasion. Il lui avait dit que j'étais heureuse avec la situation pour qu'elle puisse dormir tranquille en sachant qu'il m'utilisait. Brigitte, je ne suis pas seule. J'ai mes amis, mes activités, ma routine. Cette maison ne me semble pas grande, elle me va parfaitement. Je vis comment son visage changea. Pour la première fois depuis qu'elle était arrivée, l'assurance s'effondra. Elle se rendit compte que, peut-être, les choses n'étaient pas comme Julien lui avait raconté. Mais Julien a dit beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Il t'a dit qu'il m'avait demandé si j'étais d'accord? Il t'a dit qu'on avait discuté les conditions? Il t'a dit que j'avais accepté volontairement? Chaque question était comme une gifle de réalité. Brigitte se rendait compte qu'elle avait été complice de quelque chose qui n'allait pas, qu'elle avait participé à une décision prise sans considérer mes sentiments. Belle maman, moi, nous, on pensait. Vous n'avez pensé à moi pour rien. Vous avez pensé à résoudre votre problème, point final, et vous avez décidé que j'étais la solution. Elle resta silencieuse. Pour la première fois en 5 ans d'être ma belle-fille, Brigitte resta sans mots. Pour la première fois, elle se rendit compte qu'ils avaient peut-être commis une erreur. Vous ne voulez pas qu'on vienne? Qu'est-ce que tu crois, Brigitte? Toi? Tu voudrais que 4 personnes arrivent chez toi sans te demander si tu es d'accord? Elle ne me répondit pas. Elle resta là, assise, à jouer avec la serviette, en traitant la réalité de la situation, probablement pour la première fois. Elle se mit à ma place et se rendit compte de l'injustice de tout ceci. On a déjà tout emballé, on a déjà parlé avec le propriétaire de l'appartement, on a déjà dit aux enfants. Et voilà la vraie raison pour laquelle ils ne pouvaient pas faire marche arrière. Ce n'était pas parce qu'ils ne comprenaient pas qu'ils avaient tort, mais parce qu'ils avaient déjà brûlé leur vaisseau. Ils s'étaient déjà engagés dans des décisions irréversibles, basées sur une imposition qui n'aurait jamais dû exister. Brigitte, ce sont des problèmes que vous avez créés quand vous avez décidé pour moi, sans me consulter. Je ne suis pas responsable des conséquences de décisions que je n'ai pas prises. Elle se leva de table. Elle ne souriait plus. Il n'y avait plus de douceur dans sa voix. Maintenant, elle était en colère, parce que je ne coopérais pas avec leurs plans comme ils s'y attendaient. Julien m'a dit que vous seriez d'accord. Julien s'est trompé. Qu'est-ce qu'on va faire, alors? On n'a plus où vivre. C'est quelque chose que vous devez résoudre. Je n'avais pas créé ce problème. Elle partit sans dire au revoir, en laissant les viennoiseries sur la table comme un rappel de sa tentative ratée de manipulation. Elle partit en colère, mais aussi inquiète. Pour la première fois, elle se rendait compte que Rose Moreau n'était pas la vieille dame complaisante qu'elle avait prise pour acquise. Quand la porte se ferma, je m'assis sur mon canapé et respirai profondément. Ça avait été la première bataille. Et je l'avais gagnée. Brigitte savait déjà que les choses n'allaient pas être comme elle s'y attendait. Maintenant, je devais me préparer pour quand Julien apprendrait que son plan parfait commençait à s'effondrer. Je pris mon portable et envoyai un message à Sylvie. Tout a commencé. Brigitte est venue et elle est repartie avec une tête que tu n'imagines pas.
La réponse arriva immédiatement. « Tu vas bien ? Tu as besoin que je vienne ? » « Je vais parfaitement bien. Demain, on continue avec le plan. » Pour la première fois depuis longtemps, je me sentis puissante. Je me sentis comme Rose Moreau, pas comme la mère de Julien ou la belle-mère de Brigitte. Je me sentis comme une femme qui savait exactement ce qu'elle valait et qui n'allait permettre à personne d'autre de décider pour elle. Le jeudi soir, Julien n'arriva, fait une furie. Il entra directement avec cette tête de colère qu'il faisait quand les choses ne sortaient pas comme il le voulait. J'étais en train de regarder mon feuilleton préféré, tranquille sur mon canapé, quand il fit irruption dans mon salon comme un ouragan. « Qu'est-ce que tu as dit à Brigitte ?» Son ton était agressif, exigeant. Ce n'était pas la voix d'un fils inquiet, c'était la voix d'un homme habitué à ce que les femmes de sa vie obéissent sans questionner. Mais je n'étais plus la Rose d'avant. Je lui ai dit la vérité, que vous ne m'avez jamais demandé si j'étais d'accord pour que vous veniez vivre ici. « Ah, maman, sérieusement ? Tu vas te mettre difficile maintenant ? On a déjà tout prêt, on a déjà parlé avec le propriétaire, les enfants savent déjà qu'ils vont déménager. Et maintenant, tu viens avec que tu ne veux pas ? » Se mettre difficile, comme si défendre mon droit de décider sur ma propre maison était un caprice de femme âgée, comme si mes sentiments étaient un obstacle gênant dans ses plans parfaits. « Julien, assieds-toi. Assieds-toi, on va parler comme des adultes. » Je n'ai pas le temps de parler. Demain, je dois travailler tôt, et samedi, c'est le déménagement. J'ai juste besoin que tu coopères. Je ne vais pas coopérer avec quelque chose que je n'ai jamais accepté. Il resta debout, au milieu de mon salon, en me regardant comme si j'étais devenue folle, comme si une femme de 70 ans n'avait pas le droit de changer d'avis ou de défendre ses intérêts. « Qu'est-ce qui t'arrive ? Avant, tu n'étais jamais aussi égoïste. » Égoïste. Voilà le mot que j'attendais. Le mot qu'il utilisait toujours quand je ne faisais pas ce qu'il voulait, comme si prendre soin de moi était un défaut de caractère. Égoïste de ne pas vouloir qu'on envahisse ma maison. Égoïste de vouloir conserver ma tranquillité. C'est que tu vis seul dans une maison de 3 chambres. Nous, on est entassés dans un appartement. N'importe quelle mère normale serait heureuse d'aider son fils. N'importe quelle mère normale. Une autre manipulation, comme s'il existait un manuel de ce que doit faire une mère et que j'échouais à remplir mes obligations, comme si être mère signifiait sacrifier mon bien-être jusqu'au jour de ma mort. « Julien, tu sais combien m'a coûté acheter cette maison ? » « Oui, je sais, tu as beaucoup travaillé, mais à quoi ça sert d'avoir une grande maison si tu ne la partages pas avec ta famille ? Ça sert à ce que je puisse vivre en paix après 70 ans à tout donner pour les autres. » Cette réponse le déstabilisa. Il ne s'attendait pas à ce que je sois si directe, que je mette mes besoins avant que les siens. Il s'attendait à des larmes, des supplications, de la culpabilité. Il ne s'attendait pas à de la détermination. « Maman, nous, on est ta famille. La famille est supposée s'entraider. » Quand est-ce que tu m'as aidé, moi, Julien, pour la dernière fois ? La question le laissa muet. Il resta là, debout, à chercher dans sa mémoire un moment récent où il avait fait quelque chose pour moi sans que je le lui demande. Il ne le trouva pas parce que ça n'existait pas. « Je viens te voir souvent. Tu viens quand tu as besoin de quelque chose, quand tu as des problèmes économiques, quand tu as besoin que je garde les enfants, quand tu veux que je cuisine pour une fête. Quand est-ce que tu es venu pour la dernière fois juste pour savoir comment je vais ?» Il ne me répondit pas, parce qu'il savait que j'avais raison. Nos visites avaient toujours un ordre du jour, il y avait toujours quelque chose qu'il avait besoin de moi. « En plus, continuai-je, si nous étions vraiment une famille, comme tu dis, tu m'aurais demandé ce que j'en pensais avant de prendre cette décision. Mais je pensais que tu serais d'accord. Tu as toujours été là pour nous. » Exactement, j'ai toujours été là, j'ai toujours dit oui. J'ai toujours mis vos besoins avant les miens. Tu ne crois pas qu'il est temps que quelqu'un pense à Rose Moreau ? Il vit quelque chose de différent dans mes yeux, quelque chose qu'il n'avait pas vu avant. Une fermeté qu'il ne s'attendait pas à trouver, une Rose qui ne se laissait plus manipuler avec de la culpabilité ou du chantage émotionnel. « Mais, maman,
Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a plus l'appartement? C'est votre problème. Je n'ai pas pris cette décision. Tu ne peux pas être si cruel. Cruel. Un autre mot chargé de manipulation, comme si me défendre était de la cruauté, comme si mettre des limites était de la méchanceté. Tu sais ce qui est cruel, Julien? Arriver chez ta mère et lui dire que d'autres vont vivre là sans lui demander si elle est d'accord. Ça, c'est cruel. Il s'assit finalement dans le fauteuil, mais pas pour converser. Il s'assit parce qu'il avait besoin de réfléchir à comment il allait résoudre le problème. Les enfants ont déjà emballé leurs jouets. Geneviève a déjà vendu quelques meubles. Chaque phrase était une tentative de me faire sentir coupable. Chaque détail était une pression émotionnelle pour que je cède. Mais ça ne marchait plus avec moi. Tout ça est arrivé parce que vous avez pris des décisions en vous basant sur quelque chose que vous n'avez jamais confirmé avec moi. Sérieusement, tu ne vas pas nous laisser venir? Vous n'allez pas venir. La réponse fut catégorique, définitive. Il n'y avait pas d'espace pour la négociation. Il n'y avait pas de place pour les supplications. Pour la première fois de ma vie, j'avais mis une limite ferme avec mon fils. Il se leva, en colère, marcha dans le salon comme un animal en cage, se passa les mains dans les cheveux. Il était désespéré parce que son plan parfait s'était effondré. Et si on paye un loyer? Et si on contribue à toutes les dépenses? Non. Et si c'est juste temporaire, juste jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose? Non. Et si on promet de ne pas te déranger, de respecter tes espaces? Non. Chaque non était comme un coup de poignard à son orgueil masculin. Il n'était pas habitué à ce que les femmes lui disent non, spécialement sa mère. Je ne comprends pas ce qui t'arrive. Avant, tu étais différente. Avant, j'étais une femme qui ne savait pas se valoriser. Maintenant, je suis une femme qui sait ce qu'elle vaut. Il partit en claquant la porte, en criant que j'étais égoïste, qu'il ne pouvait pas croire que sa propre mère soit si sans cœur. Il partit en promettant qu'il allait revenir pour me faire entendre raison. Mais c'était déjà trop tard. Rose Moreau avait pris une décision, et il n'y avait pas de retour en arrière. Cette nuit-là, je me couchais tranquille pour la première fois depuis des jours. J'avais affronté Julien, et j'avais gagné. J'avais mis des limites, et je les avais défendues. Je m'étais défendue moi-même. Pour la première fois en 70 ans, je me sentis vraiment libre. Le vendredi matin, je me réveillais avec une sensation étrange dans la poitrine. Ce n'était pas de la nervosité, ce n'était pas de la peur, c'était de l'excitation. Pour la première fois depuis des années, je me sentais complètement maîtresse de mes décisions. Et cela me donnait une énergie que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Après ma routine matinale, j'appelais Sylvie. « Prête pour le jour le plus important ?» me demanda-t-elle avec cette complicité que seuls ont les vrais amis. « Plus que prête. Viens me chercher dans une heure. » Le plan que j'avais été en train de concevoir pendant des mois allait finalement s'exécuter. Ce n'était pas quelque chose d'improvisé, ce n'était pas une réaction émotionnelle, c'était une décision stratégique que je considérais depuis que Julien avait commencé avec ses sous-entendus sur la grandeur de ma maison pour une seule personne. Sylvie arriva ponctuellement dans sa Clio blanche, cette voiture que son fils lui avait aussi suggéré de vendre parce qu'elle était trop âgée pour conduire. Comme moi, elle avait complètement ignoré cette suggestion absurde. « Nerveuse ?» me demanda-t-elle pendant que je montais dans la voiture. « Pas du tout. Au contraire, je me sens plus sûre que jamais. » Notre première destination était la banque. Pendant des années, j'avais été en train d'économiser dans un compte que Julien ne connaissait pas, un compte où je déposais de l'argent chaque mois depuis que j'avais pris ma retraite. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était suffisant pour ce que j'avais planifié. « Bonjour, Madame Moreau », me salua la directrice quand nous arrivâmes. « En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?» J'ai besoin de faire un virement. Un gros virement. La femme vérifia mon compte sur l'ordinateur et acquiesça. Pendant les 5 dernières années, j'avais été très disciplinée avec mes économies. Je vivais avec ma retraite et je gardais tout ce que je gagnais en cousant des vêtements pour les dames du quartier. « Combien avez-vous besoin de virer ?» Je lui dis le montant exact.
La directrice leva le sourcil, surprise, mais ne posa pas de questions. C'était mon argent, ma décision. Vous êtes sûre de cette transaction, Madame Moreau ? Complètement sûre. Sylvie me serra la main pendant que nous attendions que le virement soit traité. Elle savait ce que signifiait cette étape pour moi. Elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. C'est prête, Madame Moreau. Votre virement a été traité avec succès. Nous sortîmes de la banque et allâmes directement à notre deuxième arrêt, l'agence immobilière. Maître Raymond Durand, un homme d'environ 50 ans, qui m'avait été en train d'aider pendant les dernières semaines, nous reçut avec un sourire. « Madame Moreau, comment allez-vous ? Prête à signer ? » ?»« Plus que prête. Maître. » Je m'assis face à son bureau pendant qu'il préparait étant témoin d'un des moments les plus importants de ma vie. Vous êtes complètement sûr de cette décision ? Une fois qu'on signera, il n'y a plus moyen d'annuler l'opération. Maître, j'ai 70 ans. J'ai pris très peu de décisions vraiment importantes dans ma vie, parce que j'étais toujours en train de penser aux autres. Celle-ci est ma décision, et je suis complètement sûre. Je signais chaque document d'une main ferme. Mon nom, Rose Moreau, apparaissait sur chaque page comme la seule responsable de cette transaction. Il n'y avait pas de co-signataire, il n'y avait pas d'avaliste, il n'y avait personne d'autre d'impliqué. C'était complètement à moi. Parfait. Dans 24 heures, vous aurez les clés de votre nouvelle propriété. Nouvelle propriété. Les mots sonnaient comme de la musique à mes oreilles. Un endroit que personne ne connaissait, que personne ne pouvait réclamer, qui était complètement à moi. « Et l'autre transaction ? » demandai-je. « Elle est aussi en cours de traitement. Les acheteurs sont très excités. C'est une belle maison dans un excellent emplacement. Nous n'avons pas eu de problème pour trouver des intéressés. » Sylvie me regarda avec admiration. Elle savait comme il avait été difficile de prendre cette décision, comme c'était courageux de faire quelque chose comme ça à 70 ans. Nous sortîmes de l'agence immobilière et allâmes manger dans un joli restaurant du centre. J'avais besoin de célébrer, j'avais besoin de sentir que je faisais quelque chose de spécial pour moi-même. « Rose, comment tu te sens ? » ?»« Je me sens libre, Sylvie. Pour la première fois de ma vie, je me sens complètement libre. » Pendant que nous mangions, nous repassâmes chaque détail du plan. Tout était calculé, tout était prévu. Il n'y avait pas d'espace pour les improvisations ou pour faire marche arrière. Et si Julien devient très agressif quand il apprendra ? Qu'il se mette comme il veut, ce n'est plus mon problème. Cette réponse me surprit moi-même. Pendant des années, j'avais vécu en me préoccupant des réactions de mes enfants, en essayant d'éviter les conflits, en sacrifiant ma tranquillité pour maintenir la paix familiale. Mais plus maintenant. Quand vas-tu leur dire ? Demain, quand ils viendront avec toutes leurs affaires. Sylvie sourit. Elle savait que ça allait être un moment mémorable, un moment où Rose Moreau allait finalement montrer de quoi elle était faite. Après le déjeuner, nous allâmes chez moi pour que j'emballe quelques affaires importantes. Pas beaucoup, juste l'indispensable. Les vêtements que j'aimais le plus, mes documents, quelques photos de mes petits-enfants, mes bijoux, ma machine à coudre. « Ça ne te rend pas triste de laisser cette maison ?» me demanda Sylvie pendant que je pliais mes robes. « Préférée. Cette maison a été mon rêve pendant 40 ans, mais maintenant que je l'ai obtenue, je me suis rendu compte que le rêve n'était pas la maison. Le rêve était d'avoir un endroit à moi, où personne ne pourrait décider pour moi. Exactement. La maison avait été le symbole de mon indépendance, mais ce n'était pas l'indépendance elle-même. L'indépendance était la capacité de décider, de choisir, de dire non quand c'était nécessaire. Pendant que j'emballais, mon portable sonna. C'était Julien. « Maman, on a besoin de parler. » « On a déjà parlé hier. » « On n'a pas besoin de parler. Sérieusement, viens ici, ou je vais là-bas. » « Il n'y a rien de plus à parler. » Julien. « Maman, s'il te plaît. Les enfants pleurent, Brigitte n'a pas dormi de toute la nuit, Geneviève a vendu ses meubles. Tu ne peux pas nous faire ça. » Leur faire ça.
comme si j'étais responsable du problème qu'ils avaient créé avec leur décision unilatérale. Julien, ce que vous faites de vos vies n'est pas ma responsabilité. Tu es ma mère, les mères sont supposées aider leurs enfants. Et je l'ai faite pendant 45 ans. J'ai déjà rempli ma part. Je raccrochai le téléphone. Ça n'avait pas de sens de continuer une conversation qui ne faisait que tourner en rond. Julien croyait encore qu'il pouvait me manipuler avec de la culpabilité, mais cette rose n'existait plus. Sylvie m'aida à charger les cartons dans sa voiture. Ce n'étaient pas beaucoup de choses, mais c'étaient les importantes. Le reste restait avec la maison. Où allons-nous garder ça ? Chez toi, si ça ne te dérange pas. Juste pour cette nuit, bien sûr que ça ne me dérange pas. J'adore faire partie de ta révolution. Révolution. Quel mot si parfait. Parce que c'était exactement ce que j'étais en train de faire. Révolutionner ma propre vie. Cette nuit-là, je dînais chez Sylvie. Nous cuisinâmes ensemble, nous regardâmes un film, nous parlâmes de nos projets pour les prochaines semaines. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas préoccupée par ce que les autres avaient besoin de moi. Demain va être un jour très intéressant, me dit Sylvie. Demain va être le premier jour du reste de ma vie. Et elle avait raison. Demain, Rose Moreau allait naître de nouveau. Le samedi arriva avec un soleil brillant qui semblait illuminer le chemin vers ma nouvelle vie. Je me levais tôt, je m'arrangeais avec un soin spécial, et je retournai chez moi pour attendre le spectacle qui était sur le point de commencer. À 9h du matin, arriva le premier camion de déménagement. Julien venait en conduisant, suivi par Brigitte dans sa voiture avec les enfants et Geneviève. Derrière venait un autre véhicule avec plus de membres de la famille, qui étaient venus aider avec le déménagement. Je les vis descendre avec cette énergie de celui qui est sûr que tout va sortir selon ses plans. Julien dirigeait les déménageurs comme s'il était le propriétaire de la maison. Brigitte organisait les cartons par priorité. Les enfants couraient, excités, vers la porte. Je sortis les recevoir avec un calme qui me surprit moi-même. Il n'y avait pas de nerfs, il n'y avait pas de doute, juste une tranquillité profonde de celle qui sait exactement ce qu'elle va faire. « Bonjour », leur dis-je depuis l'entrée de la maison. « Bonjour maman, on est arrivé. Les gars vont commencer à descendre les affaires. Tu peux bien ouvrir la porte pour que tout passe. Ça ne va pas être nécessaire. » Julien s'arrêta net. Les déménageurs restèrent en attendant des instructions. Brigitte leva les yeux depuis les cartons qu'elle était en train d'organiser. « Comment ça, ne va pas être nécessaire ? Vous n'allez rien entrer dans cette maison. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Tous restèrent figés en traitant ce que je venais de dire. C'était comme si j'avais fait exploser une bombe au milieu de leur opération parfaitement planifiée. « Maman, de quoi tu parles ? Le camion est déjà là, on a déjà apporté toutes les affaires. » « Et vous allez remporter toutes les affaires. » Julien s'approcha de moi avec cette tête qu'il faisait quand il croyait pouvoir m'intimider, mais je n'étais plus la même femme qu'avant. « Tu es folle ? Tu sais combien nous a coûté le camion ? Tu sais tout ce qu'on a dû faire pour organiser ça ? Ce n'est pas mon problème, Julien. Je n'ai jamais demandé que vous organisiez quoi que ce soit. » Brigitte s'approcha avec les enfants, pris par la main. Maxime et Chloé me regardaient, confus, sans comprendre pourquoi grand-mère ne les laissait pas entrer dans ce qui allait être leur nouvelle maison. « Belle maman, qu'est-ce qui se passe ? Les enfants veulent déjà voir leur chambre. »« Il n'y a pas de chambre pour vous ici, Brigitte. » Geneviève, qui jusqu'à ce moment était restée silencieuse dans la voiture, descendit en s'appuyant sur sa canne. C'était une femme de 75 ans, mince et fragile, qui évidemment n'avait aucune idée de ce qui se passait. « Où est-ce ma chambre ? » demanda-t-elle d'une voix faible. « Il n'y a pas de chambre pour vous, madame, » lui répondis-je avec respect, mais avec fermeté. Ce fut comme si j'avais giflé toute la famille. Julien devint rouge de colère. Brigitte commença à pleurer. Les enfants s'embrassèrent, effrayés contre leur mère. « Maman, tu ne peux pas nous faire ça. On n'a plus où vivre. »
C'est un problème que vous avez créé quand vous avez pris des décisions sans me consulter. Mais on est ta famille. Une famille qui ne me respecte pas n'est pas une famille. Ce sont des gens qui m'utilisent. Les déménageurs continuaient debout à côté du camion, en attendant des ordres. La situation devenait inconfortable pour tous les présents. « Monsieur » demanda un des déménageurs à Julien. « On descend les affaires ou pas ?»« Bien sûr qu'ils les descendent. C'est ma mère, elle va se calmer de son caprice. Ils ne devront rien descendre, dis-je en m'adressant directement aux travailleurs. Ceci est ma maison, je paie l'hypothèque et je décide qui entre. Ils ne devront rien descendre. Un des déménageurs, un homme âgé qui évidemment avait vu des situations familiales similaires, acquiesça avec compréhension. Nous sommes désolés, jeune homme, mais si madame dit que c'est sa maison et qu'elle ne veut pas qu'on descende les affaires, on ne peut rien faire. Julien perdit complètement le contrôle. Il commença à crier que j'étais folle, qu'il ne pouvait pas croire que sa propre mère soit si cruelle, qu'il allait démontrer que je n'étais pas dans mon bon sens. Je vais parler avec un avocat, je vais démontrer que tu es sénile et que tu ne peux pas prendre de décision. Parfait. Julien, fais-le. En attendant, sortez votre camion de mon entrée. Brigitte s'approcha de moi, les yeux pleins de larmes, emportant Chloé qui avait commencé à pleurer. « Belle maman, s'il vous plaît, pensez aux enfants. Ils n'ont pas la faute de rien. Où allons-nous dormir cette nuit ?» C'était la dernière tentative de manipulation émotionnelle. Utiliser les enfants comme bouclier, comme si j'étais responsable des décisions irresponsables, mais moi non plus. Leurs parents auraient dû penser à eux avant de prendre des décisions sans avoir un plan B. « Tu ne peux pas être si sans cœur !» cria Julien. « Sans cœur ? Tu sais ce qui est sans cœur, Julien ? Arriver chez ta mère et lui dire que d'autres personnes vont vivre là sans lui demander si elle est d'accord. Ça, c'est sans cœur. » La discussion attirait l'attention des voisins. Madame Durand, qui vivait dans la maison d'à côté, était sortie arroser ses plantes, mais évidemment, elle écoutait tout. Monsieur Martin se penchait par sa fenêtre sans dissimuler sa curiosité. « Maman, s'il te plaît, parlons à l'intérieur. Tu fais un spectacle. » « Il n'y a rien à parler à l'intérieur, parce que vous n'allez pas entrer. » À ce moment arriva Sylvie dans sa voiture. Elle était restée de venir pour m'appuyer moralement dans ce moment difficile. Elle descendit et marcha vers nous avec cette dignité qui caractérisait les femmes de notre génération. « Bonjour Rose, tout va bien ?»« Tout va parfaitement bien, Sylvie. Ils étaient déjà en train de partir. » Julien la regarda avec mépris. Il avait toujours pensé que mes amis me mettaient des idées bizarres dans la tête, comme si je n'étais pas capable de penser par moi-même. « Vous aussi, vous êtes coupable de ça, » lui dit-il à Sylvie. « Sûrement, vous lui avez mis ces idées folles. »« Jeune homme, » lui répondit Sylvie, avec un calme impressionnant, « votre mère n'a pas besoin que quelqu'un lui mette des idées. C'est une femme intelligente qui sait parfaitement ce qu'elle fait. »« Ça ne va pas en rester là !» cria Julien pendant qu'il dirigeait de sa famille vers les voitures. « Je vais revenir avec un avocat, je vais démontrer que tu n'as pas la tête claire. »« Quand tu reviendras avec ton avocat, » lui criai-je pendant qu'il s'éloignait, « assure-toi d'apporter aussi les documents qui démontrent que cette maison est à toi, parce que moi j'ai tous les miens. » Ils partirent comme ils étaient arrivés, mais avec les cartons encore dans le camion et avec une humiliation qu'ils n'avaient jamais expérimentée. Ils partirent en sachant que Rose Moreau n'était plus la femme qu'ils croyaient connaître. Quand la dernière voiture disparut au coin de la rue, Sylvie m'embrassa. « Comment tu te sens ?»« Je me sens libre, Sylvie. Pour la première fois en 70 ans, je me sens complètement libre. » Et c'était vrai. J'avais affronté ma famille, j'avais mis des limites, j'avais défendu mes droits. J'avais démontré que Rose Moreau était beaucoup plus forte que tous ne le croyaient, mais ce n'était que le commencement. Le meilleur restait à venir. Pendant tout l'après-midi du samedi, mon téléphone n'arrêta pas de sonner. Des appels de Julien, des messages de Brigitte, jusqu'à des appels de membres de la famille que je ne savais même pas qu'ils avaient mon numéro. Tous avec le même objectif, me faire changer d'avis. Le premier appel fut de ma sœur, Nathalie, qui vit à Lyon
qui, évidemment, avait reçu une version très déformée des faits. « Rose, c'est vrai que tu as chassé Julien et sa famille ? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Ce garçon est désespéré. « Nathalie, je n'ai chassé personne. J'ai simplement pas permis qu'ils entrent dans ma maison sans mon autorisation. »« Mais c'est ton fils, Rose. Les fils peuvent toujours compter sur leur mère. »« Les fils peuvent compter sur leur mère, mais ils ne peuvent pas décider pour elle. » Ma sœur ne comprenait pas. Pour elle, comme pour beaucoup de femmes de notre génération, être mère signifiait être disponible éternellement pour résoudre les problèmes des enfants, sans importer le coût personnel. Où vont-ils vivre ? Où vont dormir les enfants cette nuit ? C'est quelque chose que Julien doit résoudre. Il a créé ce problème. Rose, ne sois pas dure. Aide-les, au moins temporairement. Non, Nathalie, j'ai déjà assez aidé pendant 45 ans. Je raccrochai et éteignis le téléphone. Ça n'avait pas de sens de continuer à écouter les mêmes arguments, encore et encore. Toute la famille avait décidé que j'étais la méchante de l'histoire, la mère cruelle qui avait abandonné son fils dans un moment difficile. Sylvie resta avec moi tout l'après-midi. Nous cuisinâmes ensemble, nous regardâmes la télévision, nous parlâmes de tout, sauf du drame familial. J'avais besoin de normalité. J'avais besoin de me rappeler qu'il existait un monde au-delà des problèmes de Julien. Mais à 7 heures du soir, tout changea. Ils arrivèrent de nouveau, mais cette fois, ils ne venaient pas seuls. Julien amenait Pierre Dubois, son parrain, un homme de 60 ans qui avait toujours fonctionné comme médiateur dans les conflits familiaux. « Bonsoir, Rose », me salua Pierre avec cette voix posée qu'il utilisait quand il voulait paraître sage. « On peut entrer pour parler ?»« Bonsoir, Pierre, bien sûr, entrez. » Ils entrèrent dans mon salon comme si c'était une négociation. Julien resta debout, clairement en colère, mais essayant de se contrôler devant son parrain. « Rose, Julien m'a raconté ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a un malentendu. » »« Il n'y a aucun malentendu, Pierre. Julien a décidé que sa famille allait vivre dans ma maison sans me consulter. J'ai décidé que non. Mais Rose comprend la situation. Le garçon est désespéré, il n'a plus l'appartement, il a déjà dépensé pour le camion de déménagement, les enfants n'ont pas où dormir. Tout ça, ce sont des conséquences de décisions qu'il a prises sans me consulter. » Pierre soupira, comme s'il traitait avec une petite fille capricieuse. C'était la même attitude paternaliste que j'avais vue toute ma vie. Des hommes âgés essayant d'expliquer aux femmes quel était leur devoir. « Rose, je sais ce que tu te sens offensée parce qu'ils ne t'ont pas demandé, mais maintenant, il faut penser à des solutions pratiques. La solution pratique, c'est qu'ils trouvent un autre endroit où vivre. Et en attendant, tu vas les laisser dans la rue ? Je ne vais les laisser nulle part. Ils se sont mis dans cette situation. » Julien n'en put plus et explosa. « Ça suffit, elle ne peut pas être si égoïste. On est sa famille. » « Julien, » l'interrompit Pierre, « laisse-moi parler avec ta mère. » Il s'adressa à moi avec cette condescendance que je détestais tant. « Rose, je comprends que tu sois en colère, mais pense aux enfants, pense à Geneviève, qui est une vieille dame qui a besoin de soins. Tu vas vraiment permettre qu'ils dorment dans la voiture ? » La manipulation émotionnelle venait maintenant de quelqu'un avec plus d'expérience, quelqu'un qui savait exactement quel bouton presser pour me faire sentir coupable. Pierre, ni les enfants, ni Geneviève ne dorment dans la voiture. Ils sont chez les parents de Brigitte. Julien exagère la situation pour me faire sentir mal. Paquetas, il resta silencieux. Il ne s'attendait pas à ce que je sois si bien informée de la situation réelle. En plus, continuai-je, si les enfants et Geneviève les préoccupaient vraiment, ils auraient mieux planifié avant de prendre des décisions irréversibles. Rose, ne sois pas rancunière. Le garçon a commis une erreur, mais il est déjà repentant. Je regardais Julien. Il n'y avait pas la moindre trace de repentir sur son visage. Il y avait seulement de la frustration. Parce que ses plans n'avaient pas fonctionné. « Tu es surpentant, Julien ? Tu regrettes de ne pas m'avoir consulté ? » « Maman, je pensais que tu serais d'accord. »
Ce n'est pas la question. Je te demande si tu regrettes de ne pas m'avoir consulté. Il resta silencieux. Il ne pouvait pas admettre qu'il avait eu tort, parce que cela signifierait accepter que j'avais des droits qu'il avait ignorés. Le problème n'est pas si tu pensais que j'allais être d'accord. Le problème, c'est que tu as pris une décision sur ma vie sans m'inclure dans la conversation. Pierre tenta une autre stratégie. Rose, de quoi as-tu besoin pour que tu reconsidères? Tu veux qu'il te paie un loyer? Tu veux établir des règles spécifiques? Je ne veux rien, Pierre. Je veux juste qu'il respecte ma décision. Et quelle est ta décision finale? Qu'ils ne vont pas vivre dans ma maison. Julien se leva, furieux. C'est bon, j'ai compris. Tu préfères vivre seul dans ta grande maison plutôt que d'aider ta propre famille. Je préfère vivre avec dignité plutôt que d'être une esclave dans ma propre maison. Personne n'allait te faire esclave. Non. Qui allait cuisiner pour 5 personnes de plus? Qui allait nettoyer après vous? Qui allait s'occuper de Geneviève quand elle tomberait malade? Qui allait payer la lumière, l'eau, le gaz que 5 personnes de plus allaient consommer? Il ne me répondit pas parce qu'il savait que la réponse, c'était moi. Rose Moreau allait porter tout pendant qu'ils résolvaient leur vie. En plus, ajoutai-je, si c'était vraiment quelque chose de temporaire, comme tu as dit, vous pourriez louer un endroit petit pour quelques mois. Mais on sait que ce n'est pas temporaire. On sait qu'une fois ici, vous n'alliez jamais partir. Pierre se rendit compte qu'il avait perdu. Il n'y avait pas d'argument qu'il puisse utiliser pour me convaincre, parce que tous mes points étaient valides. Rose, j'espère que tu ne regretteras pas cette décision. Je me suis déjà repentie pendant des années de ne pas prendre de décision. Je ne vais pas me repentir de commencer à en prendre. Ils partirent, plus silencieux qu'ils n'étaient arrivés. Pierre, habitué à résoudre les conflits familiaux avec sa sagesse patriarcale, avait été vaincu par une femme de 70 ans qui savait simplement ce qu'elle valait. Julien partit sans dire au revoir, mais avant de sortir, il me cria depuis la porte. « N'oublie pas qu'un jour, tu vas être vieille et malade, et tu vas avoir besoin, dis-je sans homme altéré. J'engagerai quelqu'un qui s'occupe de moi avec respect, pas quelqu'un qui me voit comme un fardeau. » Cette nuit-là, après que Sylvie partit, je m'assis dans mon salon et sentis une paix que je n'avais pas expérimentée depuis des années. J'avais résisté à toutes les tentatives de manipulation. J'avais maintenu ma position malgré la pression familiale. Rose Moreau avait gagné la bataille la plus importante de sa vie. Mais la guerre n'était pas encore terminée. Le dimanche, je pris mon petit déjeuner tôt, parce que j'avais un rendez-vous important. À 10h du matin, arriva maître Raymond Durand avec un dossier plein de documents et un sourire qui me tranquillisa immédiatement. « Bonjour, Madame Moreau, je viens vous remettre les clés de votre nouvelle propriété. » Les clés. Enfin, j'avais dans mes mains les clés de ma nouvelle vie. Une maison plus petite, mais plus moderne, dans un lotissement tranquille, où personne ne me connaissait, où personne n'avait d'attente sur ce que Rose Moreau devait ou ne devait pas faire. Et voici les documents de la vente de cette propriété. Tout est sorti parfaitement, madame. Les acheteurs sont très contents, ils ont déjà déposé l'argent complet. Je signais les derniers papiers en sentant un mélange de nostalgie et d'émotion. Cette maison avait été mon rêve pendant 40 ans, mais maintenant, elle était devenue un champ de bataille. Il était temps de la laisser partir. Quand avez-vous besoin de livrer la propriété? Aujourd'hui même, si c'est possible. Les acheteurs veulent déménager cette semaine. Parfait. Il n'y avait pas de temps pour les repentirs ou les doutes. Sylvie arriva avec sa voiture juste quand maître partait. Nous avions prévu de récupérer mes affaires et de me transférer officiellement à ma nouvelle vie. « Prête pour le grand changement ?» me demanda-t-elle pendant que nous chargions les derniers cartons. « Plus que prête, Sylvie. Je me sens comme si j'allais commencer une nouvelle vie. » Pendant que nous mettions mes affaires dans la voiture, arriva Madame Durand, ma voisine de toute la vie.
Elle avait été une bonne voisine, respectueuse et discrète, mais évidemment, elle avait de la curiosité sur tout ce qui s'était passé. « Rose, c'est vrai que tu pars ?»« Oui, Carmen, je déménage aujourd'hui. Et tout ça, c'était à cause de la dispute avec Julien ?»« Ce n'était pas une dispute, Carmen. C'était ma décision. » Elle me regarda avec cette expression que je connaissais bien, celle de quelqu'un qui ne comprenait pas comment une mère pouvait choisir son bien-être au-dessus des besoins de ses enfants. « Ça ne te rend pas triste de laisser la maison où tu as vécu tant d'années ? Ça me rend plus triste d'avoir perdu tant d'années sans vraiment vivre. » Elle ne comprit pas ma réponse, mais me souhaita bonne chance et prit congé avec cette formalité qu'utilisent les personnes quand elles n'approuvent pas tes décisions, mais n'osent pas te le dire. Nous étions en train de finir de charger quand arriva Julien. Il venait seul, sans Brigitte ni les enfants, avec un visage qui mélangeait colère et désespoir. « Qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi vous chargez vos affaires ? » « Je déménage, Julien. Tu déménages où ? » ?»« Dans ma nouvelle maison. » Il resta planté sur le trottoir, comme s'il avait reçu un coup physique. Il ne s'attendait pas à ça. Il s'attendait à ce qu'après quelques jours de caprice, je cède et leur ouvre les portes de ma maison. « Tu as acheté une autre maison ? Avec quel argent ? » ?»« Avec mon argent, Julien. L'argent que j'ai économisé pendant des années. » »« Et cette maison ? » ?»« Je l'ai vendue. » L'impact fut immédiat. Il devint pâle, commença à trembler, dut s'appuyer sur la voiture pour ne pas tomber. « Tu as vendu la maison ? Tu as vendu notre maison ? » ?»« J'ai vendu ma maison, Julien. Elle n'a jamais été nôtre. » »« Mais c'était la maison familiale. C'était là qu'on allait élever les petits-enfants. C'était notre héritage. » Voilà la vérité. Mon bien-être ne lui importait pas. Mon bonheur ne le préoccupait pas. Il avait mal de perdre l'héritage qu'il avait déjà pris pour acquis. Ton héritage, c'est l'éducation que je t'ai donnée, les valeurs que je t'ai enseignées, les opportunités que je t'ai données pour que tu deviennes un homme. Cette maison, je l'ai achetée pour moi. Maman, tu ne peux pas faire ça. Annule la vente. Parle avec les acheteurs. C'est déjà fait, Julien. Les documents se sont signés, l'argent est déposé. Il s'assit sur le trottoir et se mit à pleurer comme un enfant. Il ne pleurait pas pour moi, il ne pleurait pas pour notre relation. Il pleurait pour l'argent qu'il avait perdu, pour la maison qu'il n'allait plus hériter. Où allons-nous vivre ? Où vont dormir mes enfants ? C'est quelque chose que tu dois résoudre, comme n'importe quel homme adulte. Sylvie finit de fermer le coffre et me fit signe qu'il était temps. Julien, je pars. J'espère qu'un jour, tu comprendras que ce que j'ai fait n'était pas pour te faire du mal, mais pour me respecter moi-même. Tu ne peux pas partir comme ça, je suis ton fils. Justement, parce que tu es mon fils, j'espère qu'un jour, tu apprendras à valoriser les femmes de ta vie au lieu de les utiliser. Je montai dans la voiture de Sylvie sans regarder en arrière. Dans le rétroviseur, je vis Julien courir derrière la voiture, en criant que je revienne, qu'on parle, que je ne pouvais pas lui faire ça. Mais c'était déjà fait. Rose Moreau avait fermé un chapitre de sa vie et en ouvrait un complètement nouveau. « Comment tu te sens ?» me demanda Sylvie pendant qu'elle conduisait vers ma nouvelle maison. Je me sens renaître. La nouvelle maison était parfaite. Plus petite que l'antérieure, mais avec tout ce dont j'avais besoin. 2 chambres, une pour moi et une autre pour les visites que je voulais vraiment recevoir. Un salon accueillant, une cuisine moderne, un petit jardin, mais joli. Elle est magnifique, Rose. Ici, tu vas être très heureuse. Elle avait raison. Pour la première fois de ma vie, j'avais un espace qui était complètement à moi, sans compromis, sans obligation envers personne d'autre. Cet après-midi-là, pendant que j'arrangeais mes affaires dans ma nouvelle maison, le téléphone sonna. C'était un numéro que je ne connaissais pas. « Madame Rose Moreau ?»« Oui, c'est moi. »« C'est maître Hector Terrien. Votre fils, Julien Moreau, mon client, veut contester la vente de la propriété de la rue de la Paix. » Donc Julien avait tenu sa menace. Il avait engagé un avocat pour essayer de m'enlever mon droit de vendre ma propre maison. Maître, cette propriété était à moi. J'ai tous les documents qui le prouvent. Je comprends, madame. Nous pourrions nous réunir pour parler d'une solution possible. Il n'est rien à parler, maître. J'ai fait usage de mon droit légal de vendre une propriété qui était complètement à moi. Madame,
Mon client allègue que la vente s'est faite dans un état d'altération émotionnelle et sans considérer les droits familiaux. Je ne pus éviter de rire. Julien essayait de démontrer que j'étais folle ou que la famille avait des droits sur ma propriété. Maître, j'ai 70 ans, je n'ai pas de démence. J'ai toutes mes facultés mentales et la propriété était à mon nom uniquement. Votre client n'a aucun droit légal sur cette maison. Seriez-vous disposé à vous réunir avec moi pour discuter d'une compensation ? Il n'y a rien à discuter. Bonne journée. Je raccrochai et m'assis sur mon nouveau canapé pour réfléchir sur tout ce qui s'était passé. Julien n'allait pas se rendre facilement, il allait continuer à faire pression, à menacer, à essayer de me faire sentir coupable. Mais ça ne m'importait plus. Rose Maurour avait pris la décision la plus importante de sa vie, et il n'y avait pas de retour en arrière. 3 mois après avoir déménagé dans ma nouvelle maison, ma vie avait complètement changé. Je me levais chaque matin sans le poids des attentes des autres, sans la pression de devoir faire plaisir à quelqu'un d'autre. Ma routine matinale continuait à être la même. Petit déjeuner tranquille en regardant mon petit jardin, vérification des messages dans le groupe WhatsApp avec mes amis. Mais maintenant, tout avait un goût différent. C'était le goût de la vraie liberté. Sylvie venait me rendre visite tous les mardis et jeudis. Nous avions formé une sororité de femmes mûres qui se soutenaient mutuellement. J'avais aussi connu mes nouvelles voisines. Cécile Durand, une veuve de 72 ans qui donnait des cours de tricot, et Colette Martin, une dame de 68 ans qui avait ouvert un petit commerce de pâtisserie depuis chez elle. « Tu sais ce qui me plaît le plus de vivre ici ?» dis-je à Sylvie pendant que nous prenions le café dans ma nouvelle cuisine. « Quoi ? » Que personne ne me connaît comme la maman de Julien ou la belle-mère de Brigitte. Ici, je suis simplement Rose Maurour. Ma nouvelle identité avait fleuri de manière que je n'attendais pas. Je m'étais inscrite à un atelier de peinture au centre communautaire. J'avais repris ma passion pour la couture, mais maintenant, en créant des choses pour moi. J'avais appris à mieux utiliser mon portable, et j'avais même ouvert un compte Instagram où je postais des photos de mes projets. L'argent de la vente de ma maison intérieure m'avait permis non seulement d'acheter la nouvelle propriété, mais aussi d'avoir un coussin financier qui me donnait de la tranquillité. Pour la première fois de ma vie, je ne dépendais économiquement de personne, et cette sensation était enivrante. « Tu as eu des nouvelles de Julien ?» me demanda Sylvie. Son avocat m'a appelé 2 fois de plus, mais je ne lui réponds plus. Nathalie m'a raconté qu'ils ont finalement trouvé un appartement plus grand en location. Julien avait dû affronter les conséquences de ses décisions précipitées, mais avait finalement résolu sa situation de logement sans avoir besoin d'envahir la maison de sa mère. « Tu ne les regrettes pas ?» C'était une question que je me posais fréquemment. Est-ce que je regrettais de ma famille ? Est-ce que le bruit des enfants me manquait ? Les conversations à table ? La sensation d'être nécessaire ? Je regrette l'idée que j'avais d'eux, lui répondis-je après y avoir pensé. Je regrette l'illusion qu'ils m'appréciaient, mais je ne regrette pas de me sentir utilisée. C'était la vérité la plus honnête que je pouvais donner. Pendant des années, j'avais confondu être utile avec être aimé, être nécessaire avec être respecté. Un dimanche après-midi, pendant que j'arrosais les plantes de mon jardin, la sonnette retentit. C'était Maxime, mon petit-fils de 8 ans, accompagné de Chloé, ma petite fille de 6 ans. Il venait seul, ce qui me surprit. « Grand-mère !» cria Maxime en courant vers moi. « Salut, mes amours, qu'est-ce que vous faites ici ? Où sont vos parents ?»« Papa nous a amenés, mais il est resté dans la voiture, m'expliqua Chloé. Il nous a dit de te dire qu'on te regrette beaucoup. » Manipulation émotionnelle en utilisant les enfants. Julien était arrivé à ce niveau de désespoir. « Et vous me regrettez ?» leur demandai-je en m'agenouillant pour être à leur hauteur. « Oui, grand-mère. Pourquoi tu ne vis plus dans la grande maison ? » « Parce que j'ai acheté une maison plus jolie où je peux être plus heureuse. »« On peut la voir ? » ?»« Bien sûr que oui. » Je les fis entrer et leur montrai chaque coin de ma nouvelle maison. Leurs yeux s'illuminèrent quand ils virent ma salle de couture, parfaitement organisée, avec des tissus de couleur et ma machine qui fonctionnait. « Comme c'est joli !»
Tu peux nous apprendre à coudre ? Bien sûr. Quand vos parents me donneront la permission, vous pourrez venir les week-ends et je vous apprendrai. Nous jouâmes pendant 1 heure, je leur préparai leurs biscuits préférés. Nous regardâmes des dessins animés. Nous prîmes des selfies que je postais sur mon Instagram. C'était des moments authentiques, sans pression, sans agenda caché. Quand mon téléphone sonna, je savais que c'était Julien qui demandait après les enfants. « Maman, ils sont là, les enfants ? » ?»« Oui, ils sont ici, très contents, d'ailleurs. »« Nous pouvons passer les chercher ? » ?»« Vous pouvez passer, mais seulement pour les chercher. Je ne vais rien discuter avec toi devant eux. » 10 minutes plus tard, arrivèrent Julien et Brigitte. Ils avaient l'air différent, plus fatigués, plus sérieux. Les pressions économiques de maintenir une famille sans soutien extérieur les avaient visiblement affectés. « Salut, maman » me salua Julien avec une voix plus douce que la dernière fois. « Salut, Julien. » Les enfants se sont très bien comportés. Brigitte me salua à peine. Elle continuait rancunière pour tout ce qui s'était passé, me blâmant probablement pour les difficultés qu'ils avaient affrontées. « Maman, on peut parler un moment ? » ?»« Je t'ai déjà dit que je ne vais rien discuter devant les enfants. »« Ce n'est pas pour discuter. Je veux te demander pardon. » Ça, je ne m'y attendais pas. Julien, mon fils orgueilleux et têtu, était en train de demander pardon. Les enfants, allez jouer au jardin un moment. Quand ils partirent, Julien s'assit dans mon nouveau salon et respira profondément. « Maman, ces mois ont été très difficiles, pas seulement pour l'argent, mais parce que je me suis rendu compte que je ne t'ai jamais demandé ce que tu voulais, toi. Et maintenant, tu le comprends ? Oui, maintenant, je comprends que j'ai pris des décisions sur ta vie sans considérer tes sentiments, et je m'excuse pour ça. » C'était un progrès. Ce n'étaient pas des excuses complètes, parce qu'il ne mentionnait pas le respect, la manipulation ou les menaces légales, mais c'était un premier pas. « Et qu'est-ce que tu attends de moi, Julien ? » ?»« Je n'attends rien, maman. Je voulais juste que tu saches que je me suis trompée. » Brigitte restait silencieuse, mais je vis dans ses yeux quelque chose qui aurait pu être de la compréhension. Peut-être s'était-elle aussi rendue compte que les mères n'étaient pas des ressources illimitées pour résoudre les problèmes des autres. « Julien, je ne suis pas ton ennemi, je ne l'ai jamais été. Mais je ne vais plus être la femme qui dit oui à tous sans qu'on me demande ce que je ressens à ce sujet. Je comprends. Tu le comprends vraiment ou tu me dis juste ce que tu crois que je veux entendre ? » Il resta pensif avant de répondre. Cela me donna de l'espoir. Pour la première fois, il réfléchissait vraiment sur mes paroles. Je crois que je le comprends, et je crois que j'ai peur d'admettre que ma maman a le droit de vivre sa propre vie. C'était la déclaration la plus honnête que j'avais rendre visite quand ils veulent. Ils peuvent rester les week-ends si vous avez besoin de temps pour vous. Mais ils vont venir comme des invités chers, pas comme une obligation de ma part. Sérieusement ? Sérieusement, Tessa, mais à une condition, qu'ils me respectent comme ils respecteraient n'importe quelle autre personne qui les aide. Il acquiesça avec une humilité que je n'avais pas vue chez lui depuis qu'il était enfant. Quand ils partirent, je restais dans mon salon en regardant les photos que j'avais prises avec mes petits-enfants. Ils étaient beaux, innocents, pleins de vie. Ils n'avaient pas la faute des décisions de leurs parents, mais maintenant, la relation allait être selon mes termes. Je n'allais plus être la grand-mère qui faisait tout par peur de perdre l'affection de ses petits-enfants. J'allais être la grand-mère qui les aimait suffisamment pour leur enseigner que les femmes âgées méritent aussi le respect. Cette nuit-là, avant de dormir, je me regardais dans le miroir de ma nouvelle chambre. Je vis une femme de 70 ans qui avait appris à se valoriser. Je vis Rose Moreau, complète, libre, maîtresse de ses décisions. Je me couchais dans mon lit en sachant que le lendemain, j'allais me réveiller dans ma maison, avec mon horaire, avec mes projets.
avec ma vie. Enfin, après de nombreuses années, c'était moi qui décidais qui soigner. Et la première personne que j'avais décidé de soigner, c'était moi-même.